Avant de nous tourner vers le docteur Shankara Shetty, s'il vous plaît, John Uluni, même si c'est extrêmement troublant, je pense que c'est le bon moment pour vous d'expliquer ce qui s'est passé au Royaume-Uni, parce que cela reflète en quelque sorte ce que le docteur Brian Ardis vient de nous dire. Que s'est-il passé au Royaume-Uni et comment l'avez-vous découvert? Vous m'entendez bien? Oui. Super. Donc, en tant que directeur de pompes funèbres, au départ, évidemment, lorsque le Covid est apparu, j'étais convaincu. Je n'avais aucune raison de ne pas l'être, et je ne me doutais absolument pas que l'affaire allait être aussi grave. Vous savez, pandémique, c'est le mot qui a été utilisé pour la décrire. Un certain nombre de choses m'ont alarmé. La première était le taux de mortalité en 2020. Malgré tous les efforts déployés dans les maisons de soins entre mars et avril, le taux de mortalité n'a pas augmenté. Il y a eu ce que nous avons vu aux informations. On nous parlait de cette pandémie mortelle, des gens qui tombaient à gauche, à droite et au centre, et ce n'était pas le cas. Le taux de mortalité n'était pas présent. J'ai lavé et habillé des victimes présumées du Covid tout au long de l'année 2020. Et c'est très intéressant d'entendre le médecin parler d'œdème dans les poumons. Parce que lorsque nous embaumons quelqu'un, le processus est assez invasif. Nous avons un instrument qui s'appelle un trocar. On l'insère dans l'abdomen et dans les poumons. Et on rencontrait beaucoup d'œdème chez les patients qui nous étaient confiés. Et c'était tellement évident, comme un liquide jaune clair quand on vidait les poumons. C'était toujours plein. J'ai aussi eu un gars de la pandémie. Il s'est présenté sous le nom de John. Il m'a appelé au début de 2020. Il m'a dit qu'il était un gars de la pandémie parrainé par le gouvernement, qu'il appelait tous les directeurs de pompes funèbres de la région. Et sa tâche était de rassembler les décès et les chiffres du Covid. Il m'a demandé quelle était ma capacité en tant que directeur de pompes funèbres, combien de défunts je pouvais accueillir dans mon établissement. Il m'a demandé combien de défunts j'avais collecté cette semaine-là, combien étaient morts du Covid et d'où ils venaient. Donc ce n'était pas très long. Pratiquement tout de suite, il a commencé à me regarder fixement. Et par cela, je lui disais, par exemple, je suis allé chercher un monsieur dans une maison de retraite. Il avait un début de démence. J'ai parlé à la famille. Il était là depuis des années. Aucun médecin n'était présent au moment de son décès. Aucun test Covid effectué au moment de sa mort. Et pourtant, ce type insistait sur le fait que tous les décès étaient dus au Covid. Et quand je l'ai questionné, il m'a dit « On nous a dit qu'il y avait le Covid dans cet établissement, dans cette maison de retraite. Donc, on nous a dit que nous devions tous les étiqueter comme des décès dus au Covid. » Ces personnes n'avaient pas le Covid. Même scénario avec les patients atteints de cancer. En gros, tous ceux qu'ils pouvaient étiqueter comme morts du Covid, et ils pensaient pouvoir s'en tirer comme ça, voilà ce qu'ils faisaient. Même un gars qui était mort écrasé, avec des traces de pneus de la hanche à la poitrine, c'était un mort du Covid. Et cela s'est produit tout au long de 2020, au prix de grands efforts. Et puis, peu avant la fin de l'année 2020, quand on a annoncé que les vaccins allaient arriver et que tout le monde en voulait un, parce qu'il y avait tellement de décès dus au Covid, il a téléphoné pour me dire qu'il n'appellerait plus. Il est donc clair que ce type de la pandémie n'avait plus besoin de m'appeler. C'était évident, ce qu'il faisait. Et c'était vers la fin de 2020 que j'ai réalisé ce qu'il se passait. Et évidemment, c'est très troublant. J'ai vu des gens venir. Et c'est de toute façon toujours difficile d'être directeur de pompes funèbres quand vous avez affaire à un certain nombre de morts tragiques. Mais quand vous avez affaire à des gens qui sont tués illégalement, c'est encore plus déchirant. Certaines familles sont béatement inconscientes, d'autres sont très conscientes, et personne ne les écoute. Depuis que je me suis exprimé en public, un grand nombre de personnes m'ont contacté. Des personnes de l'environnement du NHS m'ont soufflé des informations, et des victimes m'ont raconté leur histoire. Je me suis également trouvé dans la position unique d'être à l'hôpital en tant que patient Covid, pour voir les choses en direct.
Et j'ai considéré cela comme une opportunité d'obtenir autant d'informations et de rassembler autant de preuves que possible pendant que j'étais là-bas. Et cela a été très productif, je peux vous le dire. L'année 2020 est donc passée et ils ont annoncé qu'ils allaient commencer à vacciner le 6 janvier 2021. Et j'ai eu une idée à ce moment-là. En fait, j'ai mentionné à un certain nombre de personnes que je soupçonnais que le taux de mortalité allait finalement augmenter parce que cela n'avait pas été le cas auparavant, au moment où ils ont planté des aiguilles dans les bras, et c'est ce qui s'est passé. Cela a explosé, je dirais, d'environ 300% du taux de mortalité normal, à partir du moment où ils se sont mis à vacciner. C'était horrible. Horrible. C'est la seule fois de toute cette période de 2 ans que j'appelle ça un taux de mortalité pandémique, en tant que croque-mort. Et cela a duré plus ou moins 12 semaines, avant de quasiment s'arrêter, et que le lot soit épuisé. Cela s'est arrêté complètement, et c'est devenu très très calme. Et ce que nous constatons maintenant, c'est le nombre de morts de thrombose, c'est-à-dire d'un anévrisme, d'une attaque ou d'une crise cardiaque. Et le plus troublant, ce sont des gens de tout âge. Les plus jeunes dont je me suis occupée ont 23, 28, 32, 33 ans, un âge où on ne meurt pas de thrombose d'habitude, et en grand nombre. Un grand nombre en fait. Parmi les appels clés que j'ai pris de ceux qui m'ont contacté, l'un était un directeur de morgue, du nom de Nick, qui travaille dans un grand hôpital depuis près de 30 ans. Il devait perdre son emploi en avril parce qu'il faisait chanter les gens. S'il ne faisait pas l'injection, plus de travail. Avec un peu de chance, il a fait annuler cela. Parce qu'ils ont fait marche arrière. Ils ne veulent pas 80 000 témoins clés, n'est-ce pas? Et il m'a dit qu'il rassemblerait les chiffres. Cela dit, je dois faire attention à cause du RGPD. Ces lois qu'ils ont votées récemment. Je ne peux conserver qu'un nombre limité d'informations. Mais en tant que directeur de morgue, il collecte ces informations. Et il m'a dit avoir vu une augmentation de 600% des décès par thrombose, exclusivement chez les vaccinés cette année. Ça correspond tout à fait à ce que j'ai vu. J'ai vu plus de décès par thrombose cette année. Et lorsque je travaillais pour une grande coopérative qui détient 60% de parts du marché de l'industrie funéraire au Royaume-Uni, un très grand groupe, je voyais rarement des jeunes de 20 ans nous être confiés. J'en ai vu plus cette année que je n'en ai jamais vu. Et tous sont morts subitement. Et remémorez-vous le nombre de footballeurs, de sportifs en pleine forme, qui sont morts subitement à la télévision nationale à cause de problèmes cardiaques. C'est sans précédent. Et personne ne semble vouloir le reconnaître. J'étais tellement inquiet que j'ai écrit au coroner en chef d'Angleterre, parce que mon travail de directeur de pompe funèbre est de soulever des questions si j'ai des inquiétudes sur un décès ou des décès en tant que tels. J'ai écrit à de nombreuses personnes, dont certaines sont présentes dans cette salle, y compris Dolores, et je leur ai dit « Écoutez, je sais que vous êtes au courant de ces décès, de cette forte augmentation des décès par thrombose. Que se passe-t-il » Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai laissé passer 3 ou 4 semaines, puis j'ai envoyé un nouvel email, et j'ai finalement reçu une réponse du secrétaire qui m'a dit « Nous suivons la politique du gouvernement. » Donc, il diagnostique correctement ces décès comme des décès par thrombose, et assez souvent ces personnes arrivent et sont coupées de la cheville à la hanche, là où ils ont cherché la thrombose dans l'artère fémorale, et des endroits comme ça, je suppose. Mais ils ne vont pas plus loin que ça, pour établir le lien avec une vaccination effectuée peut-être 2 semaines auparavant, ou même, dans un cas, avec une femme de 28 ans qui est morte 90 minutes après avoir été vaccinée dans le lit d'hôpital où elle se trouvait, et ses parents sont évidemment furieux, et personne ne veut savoir. Ils ont dit que c'était une mort par thrombose. C'est du jamais vu, non? Mais est-ce aussi fréquent que ce qui se passe? Est-ce que ça arrive juste après une injection de thérapie génique? Non. Donc l'histoire de cette fille, et je peux vous le dire, sa famille ne m'en voudra pas de vous le dire. Elle a été admise à l'hôpital pour une procédure mineure. Ils l'ont forcée à le faire en lui disant qu'elle courait un grand risque, parce qu'il y avait des patients Covid là-bas. Et elle a accepté le vaccin à contre-cœur pour décéder d'une thrombose 90 minutes plus tard dans son lit d'hôpital. La cause de la mort est donc assez évidente. Et en effet, elle est arrivée coupée de la cheville à la hanche, là où ils ont cherché ces thromboses. Donc juste avant Noël 2022, j'étais sortie. J'ai eu un rhume qui s'est empiré.
Ma femme l'avait aussi. On est tous les deux allés se coucher parce qu'on se sentait mal. Et j'ai commencé à être un peu essoufflée. Alors j'ai fait venir une ambulance. Elle était composée de 3 membres du personnel. 2 grands gars qui étaient vraiment gentils et une femme qui a commencé à me réprimander presque instantanément en disant que j'étais égoïste. Et c'est une histoire que j'ai entendue de la part de plusieurs personnes. Ils font ça. Ils commencent à vous réprimander pour vos choix médicaux. Quoi qu'il en soit, ils m'ont amené à l'hôpital. Je suis allée au triage de départ et ils ont fait 3 tests rapides là-bas, tous négatifs. J'ai été transférée dans une des salles où tôt le matin, un consultant est venu me voir. Il s'est assis sur le lit et a dit « Bien, nous allons vous mettre sous Remdesivir ». Et j'ai dit « Merci, mais non merci ». Et lui « Eh bien, pourquoi ?» Et j'ai dit quelque chose comme « Eh bien, parce que nous allons jeter un coup d'œil au raisonnement clinique derrière tout cela. » Et il est parti. Il ne voulait même pas s'engager avec moi à un quelconque niveau. Il savait de quoi je parlais. 2 membres du personnel sont venus à moi et m'ont remercié discrètement pour ce que je faisais. Vous savez, ce n'est pas un échange de plaisanteries. Ces gens savent ce qui se passe. Cet après-midi-là, une jeune femme s'est approchée de mon chevet. Elle s'est assise sur le bord du lit et m'a dit « Je suis, peu importe son nom, de l'université d'Oxford. » Ok, c'est inhabituel. Ce n'est pas une pratique normale dans un hôpital. Elle m'a dit « Je suis ici pour vous offrir quelques médicaments à l'essai. Nous essayons de sauver des vies. Je pense que vous pourriez mourir sans eux. » Et elle m'a dit ça. Et l'un d'entre eux était le baricitinib. Et l'autre, le tocilizumab. Donc, une fois encore, j'ai relevé les noms de ces médicaments. Et j'ai dit « Eh bien, réfléchissons à tout ça. Pouvez-vous me donner ce bilan ?» Et une recherche basique sur Google pour les effets secondaires vous dit ce que vous devez savoir. Et j'ai dit « Pourquoi voudriez-vous donner ce produit à quelqu'un qui souffre de problèmes respiratoires ?» Et une fois de plus, elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Elle regardait tout sauf moi, comme un enfant pris la main dans la boîte de biscuits. Elle a quitté le lit en disant « Je reviendrai demain alors ». Et les 2 gars qui étaient en face de moi étaient des patients Covid, qui avaient tous 2 accepté ces traitements. Et je suis restée éveillée toute la nuit à écouter ces gars, sous CPAP, ventilation à haute pression, tousser et hoqueter. Et de temps en temps, l'infirmière sortait et donnait de la morphine à l'un d'entre eux, ce qui, une fois encore, était vraiment, vraiment mauvais. Vous savez, je suis croque-mort. Je ne suis pas médecin, mais je suis assez sensé et instruit pour savoir que ce n'est pas un traitement propice à la guérison. Et j'ai entendu ces gars tousser, hoqueter et mourir. Et c'est devenu évident. Alors, je savais qu'il fallait que je sorte. Parce qu'ils savaient qui j'étais. Et qu'ils m'ont proposé 3 des médicaments les plus toxiques. Alors que mes stats étaient à 78%. J'ai été sous antibiotiques et stéroïdes pendant quelques jours. Et j'ai suffisamment récupéré pour essayer de sortir. Il s'en est suivi une bataille de 3 heures. Ils ne voulaient pas me laisser sortir. Ils ont même appelé la sécurité et ont dit qu'ils me feraient arrêter comme menace pour la santé publique. 3 heures ridicules de dispute. Et à la fin, ils savaient que je n'allais pas céder. J'allais m'obstiner. Ils ont appelé ma femme. Un type a appelé. J'ai son nom et un enregistrement de la conversation. C'était un consultant en pneumologie. Et il a dit à ma femme « John mourra en quelques minutes s'il quitte le service », pour essayer de me garder et de m'achever. Je sais que c'était ça. Je ne suis pas stupide. Donc c'était vraiment glaçant. C'était vraiment glaçant. Et quand j'ai quitté l'hôpital, en fait, j'ai eu beaucoup de chance et je me suis fait de très bons amis. J'allais dire des contacts, mais ils sont plus que ça maintenant. Des amis, ils sont venus à l'hôpital. Mark Sexton est venu. Et un gars, le docteur Chan. Et ils m'ont sauvé. Ils ont aidé à faciliter ma libération. C'était vraiment cela. Et je n'avais pas besoin d'oxygène. Ils me donnaient de l'oxygène dont je n'avais pas besoin. Ils essayaient désespérément de me mettre sous CPAP même dans l'ambulance sur le chemin de l'hôpital. Ils essayaient de me ventiler pour me persuader que la ventilation était la solution quand je suis arrivée à l'hôpital. Et j'ai en quelque sorte dit non, non. Et j'ai été traumatisée parce que je savais ce qui se passait. Il n'y a rien de pire que d'aller à l'hôpital et vous n'êtes pas bien. Et là-bas, des gens en qui vous êtes censé pouvoir avoir confiance essaient de vous tuer. Voilà la réalité.
Et j'ai une très bonne amie. Je me suis occupée de sa mère. Cette amie a vécu exactement la même expérience, presque mot pour mot, où elle était surveillée. Ils étaient agressifs dans l'ambulance. Son test était négatif à ce moment-là. Ils essayaient ensuite de cacher quelque chose pour lui faire prendre les mêmes médicaments. Et elle a fini par se libérer. Et ils sont assez rapides à vous libérer quand ils réalisent que vous n'allez pas prendre ces médicaments. Mais avec moi, ils ont essayé de me retenir. Ils étaient en fait assez intimidants et agressifs. Et c'est seulement parce que je suis en fait un homme solide et que je suis bien au courant de ce que font ces médicaments et de leur but que j'ai survécu. Pour être honnête avec vous, parce que j'ai regardé ces deux gars en face de moi mourir. Eux, qui leur avaient fait confiance. Et oui, c'était glaçant. Tout ça était horrible. Pour être honnête avec vous, je n'ai absolument aucune envie d'y retourner. Je peux vous dire que je préférerais mourir à la maison, je pense. Voilà où nous en sommes. Je suis de retour au travail depuis environ 4 semaines maintenant. Et j'ai plutôt bien récupéré. Les avocats que j'avais, ou que j'ai, m'ont en quelque sorte guidé avec l'ivermectine et différents comprimés. En vérité, l'une des choses les plus difficiles à supporter était le brouillard cérébral. Et ce docteur Chan m'a préparé une liste de tout ce que je devais prendre. Ma femme a tout mis dans les petits pots pour le matin, le midi et le soir. Et j'ai été soignée. J'ai beaucoup de chance. Et quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai ressenti une sorte de culpabilité du survivant. Parce que c'est un peu comme quitter une maison en feu. Des gens sont encore là et vont mourir. Je n'ai rien pu faire pour eux. Et ça va me hanter pour toujours, de ne pas avoir pu les sauver. Vous comprenez ? Voilà à peu près où j'en suis. Ce que vous décrivez ressemble à un film d'horreur, mais c'est la réalité. C'était un film d'horreur. C'était horrible, sans aucun doute. J'ai une volonté assez forte, mais je pense que cela m'a affectée mentalement. J'étais stressée et je suis restée éveillée 72 heures. J'avais trop peur de m'endormir, juste au cas où l'un d'entre eux m'aurait injecté quelque chose. Vous ne comprendrez jamais, à moins d'être dans cette position et d'être isolé. Et ils ne laissent ni la famille, ni les défenseurs vous soutenir. Et puis j'ai dû me battre 3 heures en haletant pour sortir, en sachant que si je ne le faisais pas, je mourrais probablement. Oui, c'était horrible. Vraiment horrible. Mon Dieu. De ce que vous avez vu, la conclusion que vous pouvez tirer après avoir entendu tous ces témoignages, est-ce que vous croyez vous aussi qu'il s'agit d'un meurtre de masse commis intentionnellement ? À 100%. Certainement pas au niveau du personnel. Certains membres du personnel et moi-même avons considéré que c'était une occasion de rassembler des preuves pendant que j'étais là. Une partie du personnel s'est désolidarisée. Une autre partie du personnel est consciente de ce qu'il se passe. Et ils y ont adhéré en pensant que c'est bien, parce qu'ils font ce qu'on leur dit de faire. D'autres membres du personnel sont brisés. J'ai parlé à des infirmières qui m'ont dit qu'elles allaient travailler pour essayer de minimiser les dommages causés par les décisions cliniques prises. Elles pleuraient au téléphone. L'une en particulier, du nom de Michelle, infirmière depuis 30 ans, c'était vraiment éloquent. C'était un témoignage glaçant. Je l'ai écouté pendant environ 14 minutes lors d'un appel téléphonique qu'elle m'a passé, juste avant que je tombe malade, et elle m'a expliqué comment ils procédaient. Ils emmenaient les gens à l'hôpital, leur faisaient passer une radio de la poitrine dans leur lit avec une machine mobile qu'ils emmenaient partout, et j'ai moi-même passé une radio avec cette machine. Donc, je comprends un peu ce qu'elle veut dire. Et sur la base de cette radiographie, ils les plaçaient en soins palliatifs, ils ne procédaient à aucun test. Et dans certains cas, ils les enfermaient dans une pièce annexe. Quand il s'agit de cas gériatriques, assez âgés, assez vieux, ils n'ont aucun espoir de survivre à cela. Elle a dit qu'elle sera jamais hantée par un vieil homme frappant à la porte de sa pièce annexe, enfermé à clé, suppliant pour une tasse de thé, qu'elle était incapable de lui donner, parce que les médecins ne le laisseraient pas. Non. Et ce gars-là est tout simplement mort de faim. Et cette histoire, j'ai eu un nombre incalculable de personnes similaires. Pas seulement une infirmière, des dizaines de personnes m'ont contacté, parce que je suis évidemment très connue. Ils m'ont vu comme un point central à atteindre, et c'est déchirant. Certaines des histoires que vous entendez, certaines des histoires qu'on m'a racontées, resteront en moi pour toujours.
Monsieur Oloney, merci pour votre témoignage. Vous avez mentionné quelque chose de très intéressant. Vous avez fait en quelque sorte une séparation ou une distinction entre le personnel qui sait exactement ce qui se passe. Oui. Ils sont simplement en train de suivre les ordres. Oui. Et puis vous avez mentionné le personnel qui sait ce qui se passe. Et ce sont ces individus, en un sens, qui poussent cette version du récit. Donc, dans le premier groupe, c'est « Oh, eh bien, c'est ce que je dois faire. Je sais que c'est mal, mais je dois juste le faire. Je n'ai pas le choix. » La question que je souhaite donc vous poser, monsieur, étant donné que nous parlons de droit naturel, et en termes de droit positif, de référence pour ce grand jury, tout se résume au fait que chacun d'entre nous, chaque être humain peut différencier le bien du mal. Ne diriez-vous donc pas que la seule raison pour laquelle l'humanité est si impliquée dans ce parcours eugénique est que les membres de notre personnel savent que c'est mal, mais se contentent de suivre le mouvement? Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? N'est-il pas temps pour ces membres du personnel de dire « Vous savez quoi? Je sais que c'est mal. Je ne vais pas continuer à faire ce que je sais être mal. Parce qu'ici et maintenant, s'ils peuvent aller jusqu'au bout, l'humanité sera capable de s'opposer à ces forces qui veulent détruire l'humanité. Ne pensez-vous pas qu'il est temps maintenant, et je veux vous mettre en référence aussi, quand il s'agit des procès de Nuremberg, l'une des excuses utilisées était « Je ne faisais que suivre les ordres ». Alors, n'est-il pas temps pour ces membres spécifiques du personnel dans n'importe quel hôpital du monde de dire « Il est temps de dire non, c'est ici que nous tirons un trait ». À 100%. Et je pense que c'est intéressant que vous l'ayez mentionné, parce que je pense que beaucoup des 80 à 100 000 employés britanniques, je l'ai dit par inadvertance, sont en première ligne de cette pandémie mortelle. Et pourtant, ils préfèrent gâcher leur carrière que de se protéger. Est-ce que ça ne colle pas avec ce que vous venez de dire? Ils nous l'ont dit, sans vraiment le dire. Ils préféreraient perdre leur emploi plutôt que de prendre cette protection, parce qu'ils voient de leurs propres yeux des personnes mourir devant eux. Pourquoi ne voudrait-on pas prendre cette protection? 80 000 employés du NHS auraient préféré abandonner leur carrière, à tel point que le gouvernement a fait marche arrière, parce qu'ils savaient qu'ils auraient eu 80 000 témoins. Aucune salle Zoom n'est assez grande pour ça. Alors, que pensez-vous qu'il faille faire? Et je comprends parfaitement que vous parlez maintenant des 82 000 personnes qui disent « Non, nous ne voulons pas de cela ». Et ce sont en fait, elles, qui sont du bon côté de l'histoire. Et puis, il y a ceux que vous avez mentionnés, ils savent ce qui cloche, mais ils continuent de faire ce qu'ils font. Que doit-il leur arriver? Ils seront responsables. Quand ils seront tenus pour responsables de leurs actions et traduits devant les tribunaux, certains d'entre eux vont craquer et commencer à pointer du doigt les autres, parce que c'est la nature humaine. Et c'est ce que font les gens, non? Peut-être que, vu que l'histoire se répète, comme au procès de Nuremberg, leur seule défense sera de dire « J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire ». C'est la réalité, vous savez. Les temps changent, mais pas les gens. Merci beaucoup. De rien, et merci à vous tous également. Je me sens privilégié d'être parmi vous. Merci, John. C'était un témoignage très puissant. Merci. Cela va émouvoir beaucoup de gens. Je suis sûr que cela va leur ouvrir les yeux. Pour être honnête, mon témoignage est probablement la plus grande preuve que j'ai à offrir. Vous ne pouvez pas faire mieux que ça. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. Je vais devoir y aller car j'ai des engagements. Merci à tous. Et que Dieu vous bénisse. Je suis sûr que nous allons gagner. Espérons que justice soit faite. Que Dieu vous bénisse. Nous gagnerons. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup.